Donc, je reprends. Donc, bonjour à tous et tous. Donc, nous sommes très heureux donc, de vous accueillir à ce webinaire en collaboration avec Fibus. Aujourd'hui, donc, notre webinaire va porter sur un thème: comment l'assurance crédit peut-elle soutenir la croissance d'un secteur d'activité en tension. Actuellement, compte tenu de la situation économique actuelle qui subit un ralentissement, des difficultés au niveau de la crise économique, du chômage, également compte tenu du contexte politique, géopolitique actuel. Certains secteurs donc, sont en tension de trésorerie, sur le chiffre d'affaires, et on va voir comment l'assurance crédit peut soutenir cette activité, ces secteurs d'activité en tension. Pour parler de ce thème, donc, nous avons deux intervenants. Marc Schack, qui est le directeur de l'assurance crédit chez Fibus, et Alexia Montaillé, qui est Risk Credit Manager chez Haddad Bonds. Donc voilà, donc nous allons donc pouvoir l'écouter, et je laisse donc Marc et Alexia donc introduire donc leur secteur d'activité, leur entreprise avant de démarrer le thème. Merci beaucoup, et je laisse la parole donc à Marc et Alexia. Alexia, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je suis ravie de participer à ce webinaire et je remercie la FDCC et Fibus pour cette invitation. Donc, je suis Alexia Montaillé, je suis Credit Risk Manager. Je travaille en Credit Management depuis maintenant un petit peu plus de 15 ans, essentiellement dans le secteur du textile, pas uniquement, mais une grande majorité de mon parcours a été effectué dans ce secteur-là. Donc, comme beaucoup de Credit Managers, je pense, et comme beaucoup d'entre vous, je positionne le Credit Manager comme un véritable business partner qui est là pour accompagner la croissance de l'entreprise, soutenir son chiffre d'affaires, tout en permettant évidemment de sécuriser aussi les intérêts de l'entreprise et d'optimiser le process order to cash, de valoriser aussi la culture cash. Donc, je travaille chez Haddad Brands Europe depuis un petit peu plus d'un an. Donc, Haddad Brands Europe est une société qui distribue du textile et accessoires pour enfants. Qui s'appuie en fait sur des licences exclusives comme des marques du groupe Nike ou Levi's par exemple, ou plus récemment aussi Lacoste. Donc parmi les canaux de distribution, ça va être assez classique. On va retrouver les chaînes de sport spécialisées par exemple, les grands magasins, des multimarques indépendants et bien sûr des onliners. Donc la société existe depuis 2017, elle a connu une très forte croissance. Aujourd'hui, il y a un portefeuille de plus de 1500 clients. Une très forte croissance sur ces dernières années sur toute l'Europe et aujourd'hui, dans un secteur qui est quand même assez challengé actuellement, qui est le secteur textile, la société continue à connaître une croissance plutôt soutenue. Du coup, c'est à moi. Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci à la FDCC et merci Alexia pour votre participation et votre témoignage. Donc moi, je suis Marc Chaquès, j'évolue depuis 15 ans dans le secteur de l'assurance crédit. J'ai démarré ma carrière par les risques, donc au cœur du réacteur de l'assurance crédit, avant de prendre la responsabilité du portefeuille de clients grands comptes internationaux chez Atradus, dans le département Global. En 2022, j'ai rejoint Fibus pour y structurer et développer l'assurance crédit. Et chez Fibus, en tant que courtier conseil, on a une vocation qui est mettre au cœur de nos préoccupations la satisfaction de nos clients et les accompagner sur nos différents métiers. Donc, comme je le disais rapidement, Fibus est un courtier spécialisé sur la gestion du poste client, notamment à travers 3 métiers. Donc, le courtage en affacturage, le courtage en assurance crédit et aussi l'édition de logiciels dédiés à l'affacturage notamment. Nous accompagnons des clients PME, ETI et grands comptes à travers 40 pays depuis un peu plus de 20 ans. Et pour illustrer aujourd'hui, Fibus est le premier courtier en affacturage en Europe et le 4e courtier français. Je vous propose du coup de sauter directement dans le vif du sujet de ce webinaire. Introduction rapide, Vincent l'a déjà faite sur le contexte un peu macroéconomique. La gestion du risque ou détection d'opportunités, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Savoir challenger ses partenaires et construire une relation de croissance dynamique. Et enfin, une ouverture sur les métiers du digital, sur l'intelligence artificielle et différentes opportunités qui pourraient se présenter à nous. Et enfin, on aura l'occasion si vous avez des questions, notamment pour moi ou pour Alexia, on sera ravis d'y répondre.
Vincent l'a dit dans son introduction et on vous a mis ici quelques chiffres pour illustrer un peu la tendance. Je pense que quand vous lisez les journaux, quand vous regardez l'actualité, on a connu une année 2024 avec une recrudescence assez importante des défaillances, que ce soit en France ou en Europe. La période post-Covid 2020-2021 avec une injection de liquidité très importante sur le marché qui a permis d'avoir un niveau de défaillance extrêmement bas et globalement terminé. À cela s'ajoute un contexte macroéconomique et politique extrêmement tendu, on le voit avec l'actualité des derniers jours, notamment dans le Moyen-Orient. Et dans ce contexte-là, il y a différents secteurs qui souffrent peut-être un peu plus que d'autres, ou en tout cas qui font face à des challenges plus importants que d'autres. Le commerce du retail et notamment du textile. Donc, encore une fois, merci Alexia pour votre témoignage, mais est particulièrement impacté. C'est lié à nos habitudes de consommation, au e-commerce, etc. Mais d'autres secteurs sont aussi impactés, notamment la construction, la promotion immobilière et d'autres secteurs. Je propose de sauter directement dans le vif du sujet, donc gestion du risque ou détection d'opportunités, et avec sécuriser son portefeuille existant. Je l'ai dit, hein, on est dans un contexte de risque accru. L'assurance crédit, sans rappeler ce qu'est l'assurance crédit, mais vous le savez tous, l'assurance crédit permet de se prémunir contre le risque de défaillance, qui est de plus en plus important. Il permet aussi de conforter ses marges, puisque quand on perd un client, on sait qu'on va perdre du chiffre d'affaires, c'est déjà suffisamment compliqué pour aller gagner du chiffre d'affaires supplémentaire, mais si en plus on est sûr de perdre du chiffre d'affaires, on a un impayé, ça va fortement impacter les marges. Donc ça permet de sécuriser tout ça. Et enfin, ça permet aussi d'objectiver un peu la relation client. De notre expérience en tant que courtier, beaucoup de nos clients font une confiance parfois quasi aveugle à des clients historiques de très longue date parce que ça fait 20 ans qu'ils travaillent ensemble et ils connaissent bien le dirigeant et ils se disent que bon, il peut rien leur arriver ou de toute manière, il ne les plantera pas eux, il plantera un autre fournisseur parce que pour plein de bonnes raisons. Mais on se rend compte que souvent, dans ces cas-là, malgré les signaux faibles et même les signaux forts transmis par l'assureur crédit ou par des retards de paiement répétés, etc., ça génère souvent les plus gros sinistres et ceux qui font le plus mal, entre guillemets, puisque pas vu venir. Et enfin, un autre aspect important de l'assurance crédit, et je vais laisser la main à Alexia pour en témoigner notamment, c'est sur la gestion de la saisonnalité, notamment dans l'activité textile. Alexia, si vous pouviez nous parler un peu de comment vous gérez, vous, avec les collections été, hiver, parfois même des collections de mi-saison, cette saisonnalité et comment vous faites appel à l'assurance crédit pour cela. Oui, alors tout à fait. Dans le secteur textile, en effet, la saisonnalité est assez marquée, puisque la prise de commande, il y a un délai certain qui se passe entre le moment donné de la prise de commande et les livraisons. Donc, en général, on essaye, en tout cas dans la pratique actuelle, de déjà avoir une vision du potentiel de couverture lors de la prise de commande, voire même parfois un petit peu avant lors de la prospection, mais là, ça reste quand même plus difficile que les commerciaux nous contactent à ce moment-là. C'est plutôt lors de la prise de commande pour déjà savoir si la commande qui va être faite va effectivement pouvoir se traduire en cash quelques mois plus tard. Et ensuite, on rechallenge en général tout le portefeuille de commandes juste avant les livraisons pour évidemment tenter d'optimiser encore les garanties si elles n'avaient pas été encore suffisamment lors de la prise de commande. Donc, en général, ça se fait par des revues régulières du portefeuille et puis éventuellement aussi des réunions d'arbitrage sur lesquelles on reviendra peut-être un petit peu plus tard. Et le fait de pouvoir justement accompagner les livraisons avec une assurance crédit suffisante permet de soutenir aussi la croissance de l'entreprise, que c'est très important de pouvoir respecter des délais de livraison qui sont assez courts avec la saisonnalité. Dans l'aspect saisonnalité, Alexia, il y a un autre aspect qui est probablement spécifique à votre métier, qui va être en fin de saison, notamment les opérations de déstockage sur lesquelles vous avez des besoins très importants et sur une période relativement courte. On n'est pas dans la saisonnalité, mais on est là aussi sur un accompagnement peut-être temporaire de l'assurance crédit. Oui, voilà, sur l'accompagnement temporaire, alors je ne sais pas si ça concerne que le textile, mais en tout cas dans le textile, c'est assez marqué. Il peut y avoir des opérations de déstockage
qui en général sont des one-shots et qui sont souvent des gros deals, mais parfois négociés un petit peu sur des durées très très courtes et un petit peu parfois en dernière minute en quelque sorte. Donc on peut pas prévoir en fait ce besoin, c'est-à-dire le besoin de couverture qu'on aura et de garantie qu'on aura avec l'assurance crédit est difficilement prévisible. Et lorsque le deal arrive, il faut le concrétiser assez vite. Et donc c'est vrai que d'avoir un accompagnement qui va être souvent temporaire, parce qu'en fait, c'est un one-shot aujourd'hui, pas forcément reconduit, ou peut-être reconduit des mois plus tard, mais ça, on n'a pas cette visibilité. Donc, le fait d'avoir un accès à l'assurance crédit, même sur une période courte, et d'avoir aussi une réactivité du courtier. Donc, on a la chance, nous, de travailler avec Fibus et d'avoir aussi une relation, on va dire, très soutenue avec vous. Et dans le cadre, justement, d'opérations commerciales qu'on doit mener, en général, on vous sollicite et on a besoin d'une réponse assez rapide et on l'obtient en général plutôt dans le bon sens puisque l'assureur nous accompagne plutôt bien sur ces opérations de déstockage qui en général sont rentables parce que c'est des opérations one shot. Donc le risque pris par l'assureur est relativement court aussi, c'est sur une très courte période. Mais vous dites que l'assureur vous accompagne, corrigez-moi si je me trompe, mais on aimerait tous avoir un portefeuille couvert à 100%, et en réalité, c'est pas le cas. Il y a quand même quelques clients dans votre portefeuille qui affichent des difficultés. Comment vous gérez, vous, ces clients plus ou moins bien couverts Alors, ça va en dépendre s'ils sont partenariat déjà avec plus ou l'assureur moins aussi, hein. couverts. Oui, voilà, ceux qui sont couverts partiellement. Donc, l'idée, c'est évidemment de cadencer à peu près les livraisons de manière à ne pas ou pas trop dépasser la crédit limite qui est accordée par l'assureur. Ça va dépendre du niveau de couverture, évidemment. Après, sur, on va dire, la durée de livraison, il est encore possible de livrer en plusieurs fois. C'est aussi possible, enfin, ça pose pas non plus trop de problèmes. Et là, évidemment, ça suppose que le client paye assez vite. Mais dans des cas où il n'y a pas du tout de couverture, de manière générale, l'idée est plutôt de demander un paiement d'avance, de ne pas trop exposer l'entreprise. Après, évidemment, il y aura un arbitrage qui va être fait en interne entre la direction commerciale, direction financière et générale, puisque, bon, évidemment, il peut y avoir aussi, il faut évaluer le bénéfice-risque de livrer le client sans garantie, mais de façon générale, l'idée de ne pas trop exposer l'entreprise. Donc, une politique assez prudente chez vous au Politique niveau assez du... prudente, surtout que l'assureur, en général, en tout cas, dès lors qu'il va s'agir de clients assez importants, on a en général des informations assez motivées de l'assureur sur le pourquoi il ne peut pas monter la garantie plus haut ou pourquoi il la refuse. Donc, en général, c'est motivé, on sait pourquoi. Alors, peut-être on n'a pas toutes les informations, puisque parfois, il y a des parties qui sont un peu confidentielles et ça, c'est tout à fait OK. Mais on a quand même une idée du niveau de risque. Donc, voilà, on sait aussi que l'assureur ne refuse pas. Enfin, quand il refuse, il y a en général des raisons derrière qui sont plutôt solides. Tout à fait. Et ça, du coup, c'est pour l'aspect portefeuille. Mais si on bascule sur l'aspect nouveaux clients, conquête commerciale, parce que bon, le but, c'est globalement de faire de la croissance hein, pour tout le monde. L'assureur crédit, aussi paradoxal que ça puisse paraître, peut être un outil comme un outil de conquête commerciale afin d'identifier des clients, notamment quand on hésite entre deux distributeurs, le plus solvable, ou en tout cas le plus, à un instant T, le mieux raté par l'assureur crédit, de façon à assurer derrière des délais de paiement peut-être plus fluides et sécuriser une relation un peu plus long terme. Ça peut permettre aussi d'accompagner le développement en France. Alors forcément, vous êtes sur votre marché domestique, un marché que vous connaissez relativement bien, mais ça peut aussi vous accompagner à l'international, puisque lorsqu'on va rentrer sur des marchés avec des cultures de commerce différentes, avec des délais de paiement relativement différents, bah, ça permet de se sécuriser et de pénétrer un marché tout en étant relativement sûr d'être payé in fine en ayant choisi le bon partenaire avec la couverture d'assurance crédit qui va bien. Euh, Chez Haddad, du coup, Alexia, notamment s'adapter au délai de paiement sur un marché international, comment vous partagez cette expérience Oui, alors je peux citer l'exemple de Haddad, mais c'est aussi valable dans mes précédentes expériences, c'est-à-dire que selon les marchés sur lesquels on va, et ça je pense que beaucoup de personnes vont partager cette idée, c'est que les pratiques de paiement sont pas forcément les mêmes selon les pays. Donc, l'idée déjà essentielle est de pouvoir avoir des délais de déclaration d'incidents de paiement auprès de l'assurance crédit qui soient suffisamment adaptés, suffisamment longs en fait,
pour être adapté aux pratiques qu'on peut avoir sur les marchés et les différents pays, en fait, et permettre aussi d'avoir le temps de négocier un petit peu avec le client et d'obtenir les paiements. Parce que si on va tout de suite à la déclaration, évidemment, ça peut être vite problématique. Maintenant, ça permet de s'adapter. Donc, l'idée, évidemment, c'est de couvrir le maximum du montant possible de la commande pour pouvoir avoir ce délai de réaction avec le client. Mais l'idée n'est pas non plus d'accorder aux clients des délais de paiement qui sont assez incontrôlables. C'est quand même de développer aussi une culture cash. Donc, c'est plus un outil de sécurité, voilà, pour pouvoir intervenir sur différents marchés, mais sans forcément non plus accorder des délais de paiement qui seraient incontrôlables. Ça, c'est pour l'exemple de Haddad ou en tout cas de sociétés équivalentes. Et justement, si on parle d'autres expériences, parce que vous avez une longue expérience dans le marché du textile notamment, vous aviez eu l'exemple aux États-Unis avec un marché encore différent, avec une culture d'assurance crédit et de couverture encore différente. Est-ce que vous pourriez partager un peu votre expérience Oui, là-dessus? je peux partager aussi cette expérience-là, tout à fait. En fait, sur le marché américain, en tout cas pour le marché un peu lié au textile, les pratiques sont assez différentes, on va dire, des pratiques européennes, mais surtout, les assureurs ne nous accompagnaient pas forcément, en tout cas pas très facilement. Les assureurs habituels, on va dire. Et donc, par contre, le fait de passer avec un assureur donc basé aux États-Unis, qui connaissait évidemment bien le marché, qui est spécialisé également sur cette industrie-là, a permis vraiment de pouvoir s'adapter aux pratiques du marché. Et donc, avec beaucoup plus de garanties, en tout cas des garanties qui étaient adaptées aux besoins de la société à ce moment-là, ça a permis un vrai accompagnement et un vrai développement du chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc, la différence s'est nettement vue entre le avant et le après. Et le fait de pouvoir aller sur le marché sans forcément peut-être le maîtriser complètement, mais en tout cas en ayant la garantie et une certaine sécurité derrière, a permis de se lancer plus facilement. Et si on traverse du coup le Pacifique avec une culture encore complètement différente qui va être celle du Japon? Alors, je peux citer un autre exemple aussi, donc qui n'est pas forcément d'ailleurs lié au Japon, qui peut être aussi lié à d'autres pays. Il y a certains pays où on peut intervenir, en tout cas, ça se fait pas mal dans le textile par un unique distributeur, c'est-à-dire avoir un seul distributeur qui va distribuer ensuite dans l'ensemble des points de vente qu'il peut y avoir sur une zone géographique. En général, quand vous passez par ces distributeurs, on va dire que, bon, très souvent, ce sont des grosses sociétés, donc la capacité d'être couvert sur ces sociétés est assez réelle. Et ensuite, parfois aussi, ils utilisent on va dire, des modalités de couverture qui sont un peu différentes, qui peuvent être des LC, par exemple, voilà, des crédits documentaires. Donc, dès que vous quittez en fait ce distributeur, si vous choisissez ou vous ne pouvez plus passer par lui et devez passer en direct vers une multitude de clients, là, on peut se retrouver face à des situations où on ne connaît pas les clients qu'il y a derrière et où ce sont des clients beaucoup plus petits. Et donc, déjà, évaluer le portefeuille avec l'assurance crédit, déjà pour voir de qui on parle et quelle est leur capacité derrière, quel est leur scoring, comment ils peuvent être couverts. Ça permet ensuite d'envisager la suite de comment organiser la distribution dans ce pays-là. Donc, ça permet de connaître aussi des clients, même avec lesquels on peut avoir travaillé longtemps, mais qu'on n'a pas forcément connu en direct, dans le cas où il y aurait un intermédiaire. Ok, merci. La spécificité du business, et ça marche là pour le coup pour tous les secteurs, fait que la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément la réalité de demain, et que du coup, il faut s'adapter en permanence au monitoring de son portefeuille. Et ma grand-mère disait, vaut mieux prévenir que guérir. Euh, Avec l'assurance crédit, en fait, on peut faire les deux, c'est prévenir et guérir, puisque en choisissant un bon partenaire, ça nous permet d'anticiper les changements de risque et de mettre en place des outils de monitoring et du coup d'être relativement réactif et adapter des conditions de paiement ou alors carrément changer de partenaire ou de distributeur sur un secteur. Vous, Alexia, chez Haddad, justement, ces changements et ces alertes, comment vous les gérez? Alors, la pratique assez classique du credit management, je pense, tout secteur confondu. Donc, il y a évidemment tout un système de blocage, déblocage de commandes. Alors, les commandes peuvent être bloquées, les livraisons, en tout cas, peuvent être bloquées dans le cas de retard de paiement qui vont être significatifs ou dans le cas où le niveau de limite de crédit est atteint. Donc, on évite les dépassements. En tout cas, si dépassement il doit y avoir,
on le fait valider par plusieurs strates de validation, de façon à ce que la prise de risque soit quand même connue et maîtrisée au sein de la société. Donc après, je pense que ce système de blocage-déblocage, on le retrouve dans beaucoup de pratiques assez classiques. Et l'idée aussi, de façon à ce que la politique de crédit soit bien comprise, est de diffuser une politique de crédit au sein de l'entreprise, un vrai process client, un process order to cash, de façon à ce que ce soit compris, connu aussi, chez les commerciaux, chez les ADV, dans le département comptable, client, finance évidemment, mais aussi voilà beaucoup au niveau des ADV qui peuvent parfois ne pas forcément avoir la connaissance de l'ensemble du process s'il n'est pas diffusé clairement. Donc pour le diffuser, il y a forcément une diffusion écrite, mais on essaye aussi d'organiser des revues régulières, des présentations régulières, par exemple 2 fois par an, pour qu'il y ait voilà un maintien à jour aussi de quelle est la politique de crédit de l'entreprise et comment est-ce qu'elle est appliquée. Merci beaucoup. Et du coup, au-delà de simplement la couverture, il y a une source d'intelligence marché ou d'informations un peu macro, on en parlait, hein, des différents signaux faibles, forts sur les tendances de marché. Vous, c'est un peu paradoxal chez Haddad, puisque vous êtes sur un marché qui, a priori, est plein de signaux faibles, voire plutôt compliqués, et vous tirez votre épingle du jeu, puisque la société est en croissance rentable, et tout va bien pour vous. Donc, mais, euh, mais du coup, vous disiez bloquer des commandes, c'est pas toujours facile. Vous avez un contrat d'assurance crédit qui vous permet de monitorer le risque. Il y a la gestion, notamment dans le contrat d'assurance, des effets différés qui vous permet d'amortir notamment ces, ces stops de couverture ou ce désengagement progressif Oui. que vous pourriez avoir. Oui, alors en cas de résiliation de garantie ou qui va se passer dans le cours de la saison, c'est-à-dire qu'on est en pleine, on va dire, campagne de livraison et là, une résiliation immédiate peut être assez impactante parce que si on doit tout d'un coup arrêter alors qu'on a déjà produit, que de toute façon la relation commerciale est complètement engagée avec le client, c'est difficile de se retourner, de changer complètement de stratégie. Le fait d'être averti qu'il va y avoir une résiliation, donc on connaît la situation, on sait que c'est compliqué, mais l'effet différé, surtout 90 jours, permet la plupart du temps de terminer la saison. Ce qui fait que donc dans l'immédiateté, le risque est géré et ça donne aussi du temps aux commerciaux et puis aux directions aussi commerciales, générales et financières de voir que faire avec ce client sur les prochaines saisons, les saisons à venir, voire même aussi de discuter avec lui. Voilà, après on passera plus à un niveau de décision. Mais dans l'opérationnel et dans l'opérationnel assez immédiat, le risque est très limité puisqu'on peut continuer à livrer et donc ce qui a été produit va être livré. Et ça, c'est assez important aussi pour ne pas générer du stock supplémentaire. Merci beaucoup. Si on passe du coup à la deuxième partie sur challenger ses partenaires pour construire du coup une relation et construire le contrat d'assurance crédit, vous avez choisi chez Haddad de travailler avec nous, Fibus, et je vous en remercie. Chez Fibus, nous accompagnons nos clients en amont, pendant et après la phase de mise en place, puisque malgré tout, même si l'assurance crédit peut paraître relativement simple, il y a de nombreuses subtilités. On vient de l'évoquer rapidement, notamment avec les effets différés, etc. Mais du coup, nous, on accompagne nos clients et je vous laisserai la main pour détailler un peu plus, mais sur une phase d'audit, sur la constitution d'appel d'offres, sur une restitution adaptée à vos besoins, de façon à structurer aussi dans l'organisation, le contrat d'assurance crédit et l'intégrer au mieux et s'adapter à vos process internes. Vous avez fait l'exercice relativement récemment. Alexia, est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots là-dessus? Alors moi, je trouve ce qui est essentiel et vraiment le plus qu'on a eu avec vous, avec l'accompagnement de Phébus, c'est l'audit en amont et le fait que le courtier connaisse la société, connaisse les interlocuteurs, comprenne les besoins du secteur, en fait, les besoins de la société, les besoins du secteur. Ça, c'est fondamental pour derrière aller négocier les meilleurs contrats possibles, en tout cas la meilleure offre possible auprès des assureurs. Et donc, on a eu très sincèrement une très bonne expérience avec vous sur ce point-là. Donc, par une vraie connaissance du secteur et des besoins de la société, l'appel d'offres qui a été mené et les résultats qui sont arrivés étaient plutôt probants.
Je peux citer quelques exemples. On va dire déjà au niveau opérationnel, la société avait un petit peu de mal, de difficulté à obtenir des couvertures, par exemple sur le marché du UK. Donc c'était un petit peu compliqué d'avoir des garanties et c'était très important pour la société et aussi pour les décisionnaires chez Haddad de savoir que ce marché serait couvert. Donc ça a fait partie, on va dire, des éléments clés de l'appel d'offres et les assureurs qui se sont le mieux positionnés forcément, sont ceux qui avaient plus de chances d'obtenir derrière la signature du contrat. Je peux parler aussi d'un exemple qui était très intéressant, c'était le fait de pouvoir négocier, enfin en tout cas intégrer dans le contrat un nom dénommé qui soit facile d'utilisation, qui soit adapté aussi au niveau du montant, aux besoins de la société. Voilà, facile d'utilisation sur tous les pays un petit peu identiques. Et c'est vraiment important, en tout cas, c'était un des éléments très importants pour la société parce qu'elle a beaucoup de clients qui peuvent passer sous ces pratiques de non dénommés. Donc, c'était vraiment important pour fluidifier aussi toute la relation commerciale qu'il peut y avoir avec ces clients-là. On va Donc, y revenir sur oui. le nom dénommé. Merci beaucoup. Et puis, Euh, évidemment, il y a aussi le prix, hein, quand même. Il faut aussi en parler. Ça compte aussi quand même dans l'appel d'offres. Donc, forcément, évidemment, obtenir les meilleures conditions possibles ça a joué aussi quand même beaucoup dans l'accompagnement, à faire jouer la concurrence à ce niveau-là. Bien sûr. Et du coup, ce binôme courtier-crédit manager qui se constitue au moment de l'appel d'offres et forcément de l'entrée en relation, en fait, il ne s'arrête pas uniquement à la mise en place, puisque le courtier est un support et peut-être vous serez plus précise que moi sur comment vous utilisez votre courtier et comment nous répondons à vos besoins tout au long de la vie de la police et notamment sur le monitoring de risque qui reste néanmoins le cœur du réacteur avec une activité relativement saisonnière dans un secteur toujours un peu sous tension. Alexia? Oui, alors, évidemment, le démarrage, on va dire, de la relation, c'est dans la négociation du contrat. Donc là, après, c'est un petit peu aussi un peu technique, mais après, il y a le côté vraiment de la vie quotidienne du contrat. Donc, de façon générale, un peu formelle, on se rencontre en général 2 fois par an avec l'assureur et vous, avec le courtier également, pour des réunions d'arbitrage. Mais la relation se limite vraiment pas à ça. C'est-à-dire, je pense qu'on est en contact hebdomadaire, si ce n'est plus parfois, selon les besoins. Mais actuellement, c'est pas mal parce que forcément, on est dans un secteur qui est très soumis à challenge, on va dire. Donc, forcément, on a besoin d'échanger. En fait, la relation, elle est quotidienne. C'est-à-dire, par exemple, bon, peut-être pas quotidienne, mais pas loin. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple où c'est le courtier, en fait, qui va prendre l'initiative de nous contacter, de nous avertir de résiliation éventuelle qu'il pourrait y avoir sur des clients assez importants. On a eu le cas assez récemment. Donc, dès que le courtier a eu l'information de la part de l'assureur qu'il y avait un risque sur un des clients jugé assez important pour la société, on a eu l'information, le contact de vous, en fait, de Phibus, avant même d'avoir la notification de résiliation. Et ça, c'est forcément très, très productif, en fait, parce que ça permet, évidemment, déjà, ça enlève l'effet de surprise. On savait déjà que c'était compliqué, mais C'est voilà. important pour vous la proactivité chez vos La partenaires? proactivité, en tout cas chez le courtier, oui, c'est très important parce que ça nous permet aussi, après moi, de faire remonter l'information. Parce que bon, en tant que credit manager, je suis là aussi pour transmettre l'information du risque aux directions générales, commerciales et financières. Donc, le fait de pouvoir transmettre l'information déjà avec des informations motivées de la part de l'assureur, en tout cas en ayant un contexte, ça permet directement de gagner du temps, tout simplement de donner déjà des éléments de décision, en tout cas de contexte à la direction sur le niveau de risque et sur la situation de certains clients. Donc vraiment la relation est constante en fait et on peut vous challenger aussi beaucoup. Bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais dès qu'on va avoir des commandes one shot avec un besoin temporaire, c'est là aussi où on va avoir besoin de votre réactivité ou pour des ajustements de contrat qui peuvent être je vais donner un exemple aussi. On peut avoir besoin d'un avenant au contrat pour intégrer un nouveau pays, par exemple, dans la couverture des non dénommés. Ça peut arriver parce qu'on est sur la zone européenne, mais parfois il y a des pays dans lesquels on n'est pas et on peut être amené à intervenir. Ils n'étaient pas forcément inclus dans le contrat initial. Voilà, votre réactivité à ce niveau-là nous permet d'élargir aussi l'utilisation du contrat d'assurance crédit.
ça fait justement le lien avec la connaissance et l'utilisation de l'assurance crédit sur de nouveaux pays et le développement à l'international notamment. Une fois qu'on a parlé de la relation crédit manager-courtier, n'oublions pas néanmoins qu'au cœur du réacteur, on a l'assureur. Et chez l'assureur, il y a un rôle clé qui est l'arbitre, hein, puisque lorsque l'on souscrit un contrat d'assurance crédit, ce qui est intéressant notamment au-delà du prix, les conditions contractuelles, ça reste de la garantie. Euh, Souvent, l'arbitre en compagnie, c'est souvent celui qui dit non. Comment on peut faire en sorte pour que ce soit celui qui dise oui le plus souvent et que du coup, quand il dit non, on puisse accepter aussi ses décisions et les adapter et les transmettre en interne? Alors, l'arbitre, nous, on le rencontre 2 fois par an en votre compagnie en général. Après, la relation avec l'arbitre, elle passe toujours par le courtier. Donc, on compte aussi sur votre capacité de persuasion à ce niveau-là. Mais je pense que surtout, le fait d'être transparent, c'est-à-dire d'échanger aussi les informations. Si on a des informations négatives sur un client, on va pas se mentir non plus, hein. Si on le sait, on le sait. Donc, je pense que la transparence de l'information dans la relation avec l'assureur et avec vous par intermédiaire permet aussi à l'assureur de savoir que quand on demande des accompagnements temporaires, on y croit aussi. Et ça, je pense que c'est important qu'il y ait une relation de confiance pour pouvoir challenger justement l'assureur quand on en a besoin. C'est d'autant plus vrai justement concernant cette saisonnalité ou les activités de Ouais. déstockage dont vous parliez, où il y a des besoins peut-être très importants mais très courts. Oui, Cette voilà, c'est relation de important confiance vous aussi permet. que c'est ça, tout à fait. Déjà que l'assureur connaisse bien le marché, mais ça, vous êtes aussi là pour nous aider à lui expliquer, en fait, puisque vous êtes en relation plus directe avec l'assureur et avec l'arbitre que nous. Mais quand on le rencontre donc 2 fois par an, il y a aussi toute une revue d'activité qui est faite. Donc la situation de la société est expliquée, présentée. Donc l'assureur sait aussi comment va la société. Il y a vraiment une relation de transparence. Merci beaucoup. Et j'avais presque un peu anticipé la troisième partie sur un peu l'ère du temps, la digitalisation, l'automatisation de l'information. Euh, les assureurs crédits travaillent aussi à l'innovation et notamment, on va peut-être pas encore parler d'intelligence artificielle parce on n'y est pas encore, mais on a mis en place dans le contrat d'ADAD une connexion API, ce qui permet d'intégrer notamment les demandes de garantie dans vos CRM, intégrer aussi à la gestion de la trésorerie. Demain, on basculera sur la facturation électronique qui va arriver très très vite pour toutes les entreprises en France. Tous ces outils de gestion, alors digitaux, c'était un prérequis pour vous et ça vous aide énormément au quotidien. Alors l'API, oui, c'était vraiment un prérequis puisqu'en fait ça permet. Donc on a connecté l'API pour schématiser. Donc on l'a connecté au CRM et également au logiciel de credit management pour lequel vous nous accompagnez également. Donc ne serait-ce que le fait de connecter l'API sur le logiciel, enfin, sur le CRM, donne visibilité du montant de la garantie. C'est à peu près ce qu'on fait arriver à l'ensemble des commerciaux. Alors après c'est un choix d'entreprise, hein, on peut choisir de le faire ou ne pas le faire, mais nous ce qu'on souhaitait c'est qu'il y ait visibilité, cette garantie soit connue par les commerciaux, par les services ADV, qui n'est pas forcément à solliciter le credit manager à chaque question. Donc, le montant du risque, le montant de la couverture est connu et visible, facilement visible sur le CRM. Et donc, l'API a été mise en place très facilement. C'était vraiment, enfin, ça a été un travail assez rapide à partir du moment où le contrat a été signé. En quelques jours, c'était connecté. Donc, les capacités de connexion sont assez rapides et la mise en place se fait assez vite. Et on a connecté aussi via API. Donc là, c'est plus destiné par contre aux comptables, aux clients, au recouvrement, au logiciel de credit management, pour lequel aussi vous nous avez accompagnés et vous avez piloté aussi la mise en place de cette API. Super. Et justement, en termes de connexion, et vous faisiez déjà presque le lien un peu tout à l'heure, on parle de clients non dénommés, donc c'est une amélioration qu'on a apportée à votre contrat relativement importante. Il y a un nombre de clients dans votre portefeuille qui ne dépasse pas Oui. un encours X, et du coup, vous les gérez en non dénommé. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez pas du coup de l'expertise risque de l'assureur, et vous avez souscrit un contrat d'information que vous intégrez aussi dans votre CRM.
Oui, c'est ça, parce qu'évidemment, le non dénommé est très utilisé, en fait, puisqu'on a beaucoup de clients qui passent sous ce type de garantie là, et c'est très intéressant d'ailleurs pour fluidifier le business. Ça permet vraiment, même pour les commerciaux, de pouvoir négocier plus vite le contrat ou parfois des réassorts aussi, parce que c'est important sur ce secteur-là. Par contre, évidemment, vous n'avez pas d'informations ni sur la santé du client, ni sur d'éventuelles procédures qui seraient ouvertes, procédures collectives qui seraient éventuellement ouvertes. Voilà, parfois on reçoit les courriers, mais parfois on les reçoit un peu tardivement, surtout selon les pays. Donc, on a connecté le logiciel de surveillance qui nous permet en tout cas d'avoir déjà une notation, un rating sur ces clients-là. Donc, ça donne quand même une idée du risque qu'il y a derrière, hein, même si elles non dénommées, il peut y avoir quand même voilà, le client peut être fragile aussi ou pas, au contraire. Et ça nous permet aussi d'avoir une information en cas de procédure. Et ça, c'est très important parce que par contre, les délais de déclaration en cas de procédure vont être raccourcis. Donc, même avec le non dénommé, il faut évidemment respecter les dates de déclaration. Donc, si on n'a pas l'information assez tôt, ça pourrait être évidemment problématique. Et Une donc, grâce à question, cet outil, on arrive à avoir l'information rapidement. une question peut-être, parce que c'est le mot qui est sur toutes les bouches en ce moment, c'est l'intelligence artificielle ou comment optimiser des process internes ou créer des règles de gestion plus qu'intelligence artificielle. C'est quelque chose que vous explorez aujourd'hui chez Haddad ou au Alors, contraire, on est vraiment au préambule et ça reste. oui, on est au préambule en fait. Alors, le logiciel, le RP intègre hein, quelques éléments d'analyse d'intelligence artificielle, mais c'est pas vraiment encore très utilisé dans la prise de décision, mais ça permet quelques analyses, on va dire, sur les comportements de paiement notamment. Mais en réalité, on est encore plus dans, on va dire, l'automatisation des process, plus que dans l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend aujourd'hui. Mais évidemment, c'est certainement la prochaine étape. C'est plutôt des règles de gestion, du coup. On est plus sur des règles de gestion, de l'automatisation, oui, pour l'instant encore. OK. Et du coup, on arrive au bout de ce webinaire. Donc, dans l'intégration de l'assurance crédit, on a parlé de digitalisation, on a parlé de relations entre le courtier, l'assureur, de règles de gestion, etc. Vous avez constitué des tableaux de bord dans votre CRM qui vous permettent de visualiser assez rapidement et assez facilement. Cette information, elle est partagée en interne à toutes les directions, que ce soit commercial, finance, trésorerie. Et finalement, l'assurance crédit vient se positionner un peu en arbitre de la relation. On sait que dans beaucoup de sociétés, il y a des petites guéguerres entre les risques d'un côté, ou en tout cas les équipes finances d'un côté et les équipes commerciales de l'autre qui sont pas toujours d'accord sur la façon de traiter tel ou tel client. Comment vous gérez et vous faites cette communication interne entre justement le savoir-faire, le faire savoir et la diffusion de la culture cash au sein de l'entreprise? Alors, la diffusion bon, déjà du process credit management est faite déjà par la diffusion d'une politique de crédit. Donc, où on explique aussi, on essaye vraiment de sensibiliser sur la culture cash et la nécessité de transformer les commandes en cash. Après, il y a évidemment une diffusion de tableaux de bord assez classique, hein, balance âgée, voilà, vision un petit peu sur la dette du client, le risque sur chacun des clients. Mais l'idée est vraiment d'avoir une relation, on va dire, constructive, en fait, et une collaboration transverse entre les départements. Donc, l'idée n'est pas de bloquer des commandes, justement, de trouver des solutions. Voilà, après, il faut aussi tenir compte du risque. Et quand le risque existe, l'arbitrage, après, doit être fait vraiment par la direction, puisqu'elle engage aussi sa responsabilité sur certains clients. Super. Bah, merci beaucoup, Alexia. On arrive au Merci à bout de vous. on arrive au bout de ce webinaire. Si je résume, dans un secteur comme le vôtre, du textile qui est en perpétuelle évolution et qui connaît des challenges importants, l'assurance crédit vous permet d'avancer dans un environnement compliqué en sécurisant votre chiffre d'affaires, vos marges, et en transmettant aussi une culture cash peut-être un peu plus forte dans la société. Tout ça avec les différents outils un peu plus modernes que l'assurance crédit d'il y a 15 ans, donc des connectiques API, des intégrations dans le CRM, etc. Et donc ça replace un peu dans le cœur du réacteur le crédit manager comme étant l'arbitre entre le, le commerce, le risque, la rentabilité et les encaissements finalement.
Oui, voilà, et arbitre, je dirais même plutôt le facilitateur. En fait, l'idée étant de faciliter la relation entre l'ensemble des services internes et aussi avec le client, puisqu'il y a quand même pas mal de relations avec le client. Et donc, en effet, l'assurance crédit quand même sécurise beaucoup l'entreprise dans ses projets et dans sa croissance. Bah, super. Merci beaucoup, Alexia. Merci à vous. Je vous laisse la parole si vous avez des questions. On sera ravis d'y répondre avec Alexia. Alors, il y a déjà une question dans le chat. Bonjour, pouvez-vous s'il vous plaît citer quelques noms d'assureurs aux US que vous avez rencontrés, utilisés? Merci. Oui, alors aux US, c'est sur la partie vraiment textile, hein, parce que j'ai travaillé sur les US vraiment sur la partie textile. Un des assureurs qui intervient beaucoup sur cette partie s'appelle Ildum. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter, n'hésitez pas. Je peux vous donner des contacts chez eux. Après, en complément, le marché US est structuré un peu différemment, avec une culture, notamment sur des produits d'excess of loss peut-être plus importante, et des assureurs tels qu'AIG, notamment, peuvent être des partenaires intéressants pour accompagner sur ce marché. Donc, on redemande le nom que vous avez cité. Ildum. Après, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres probablement, mais voilà, je peux vous citer celui avec lequel j'ai travaillé. Alors, encore une question. Est-ce qu'on pourrait demander à l'IA de surveiller nos clients non dénommés et de nous donner toutes les infos qui sortent sur lui? Alors, on travaille en ce moment sur l'intégration dans notre outil pour justement mieux monitorer ces clients-là. Donc, il faudrait lier la base comptable avec l'identification des clients et on pourrait tout à fait imaginer que toutes les publications Bodac ou des informations presse, etc., puissent remonter de façon à créer des alertes ciblées pour mieux monitorer ces clients-là. Ça nécessite quelques développements informatiques, mais c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comment faites-vous face au manque de bilan qui souvent gèle les décisions des assureurs et les amène à scorer défavorablement l'acheteur, cas acheteur allemand, suisse par exemple? Vous voulez répondre, Alexia, ou je peux Alors oui, partager moi moi notre... je peux en tout cas donner nous notre pratique. Très sincèrement, on incite les clients à envoyer leur bilan. On leur demande d'envoyer les états financiers. On passe parfois même par les commerciaux pour qu'ils fassent cette demande et en donnant les mails génériques des assureurs. Parce qu'en général, les assureurs ont des mails génériques où transmettre les bilans. Euh, et en fait, on leur dit aussi, enfin après, voilà, c'est peut-être pas applicable à tous les secteurs, hein, mais en tout cas, on arrive à l'appliquer en expliquant aux clients voilà, on a besoin de vos états financiers pour essayer d'avoir une garantie derrière et vous accorder des paiements à crédit à 30 ou 60 jours selon les cas. Effectivement, on est vraiment dans une relation à trois entre clients, fournisseurs, assureurs, où il faut aussi expliquer que le client, notamment en Suisse, où il y a une politique assez confidentielle, que l'assureur peut transmettre un engagement de confidentialité, que le client ne sera pas forcément au courant des données financières, puisque ça, nous, on le fait très régulièrement pour beaucoup de nos clients. Euh, on comprend hein, que la matière première de l'assureur, c'est le bilan, et donc il a besoin d'informations financières récentes pour pouvoir prendre une décision. Et donc, il faut être relativement fin dans la gestion justement de ce transfert d'informations. L'engagement de confidentialité peut être un élément important pour justement sécuriser les, les sociétés qui ne souhaiteraient pas transmettre leur bilan. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, les assureurs ne veulent pas plus que nos clients connaissent leurs limites, mais nos clients le devinent, bien qu'on précise à nos commerciaux de parler de limites internes. Qu'est-ce que cela peut avoir pour conséquence?
Assez peu de conséquences, honnêtement. Après, c'est toujours c'est toujours le même débat. C'est si l'un a une limite plus importante que l'autre. Pourquoi lui, il a une limite de 100 et moi, j'ai une limite de 50? Limite interne, c'est vous qui gérez votre politique de risque et votre politique de vous donner des délais de paiement plus ou moins importants. Effectivement, les assureurs crédits n'aiment pas communiquer les montants d'engagement qu'ils portent sur telle et telle société parce qu'il y a des contextes différents de concentration de risque, de rentabilité de police, etc. Honnêtement, je vois pas je vois pas d'inconvénient à ce que si vous avez un client qui n'a pas de garantie chez tel ou tel assureur, que vous lui disiez, c'est pas couvert parce que la situation de risque ne le permet pas ou parce qu'il y a un manque d'information et il faudrait mieux communiquer avec l'assureur pour pouvoir revoir la notation de crédit. Vous, de votre côté, Alexia, je ne sais pas si, enfin, c'est pas un sujet sur lequel. On le communique, c'est-à-dire que si il n'y a pas du tout de couverture, par exemple parce que les bilans sont pas transmis, ça on le communique sans problème, en disant c'est pas assuré parce qu'il y a un manque d'information. Après, sur le montant couvert, en effet, on va parler de limite de crédit interne, enfin global, quoi, mais sans parler de voilà comment l'assureur couvre et quelle est la part de risque société. Après, il n'y a pas d'impact réel. Surtout, on peut accepter de monter la limite de crédit si les conditions de paiement sont bien respectées, puisque la société en interne peut dire je monte un peu le risque. Mais par contre, s'il n'y a pas derrière d'encaissement rapide et que c'est pas sécurisé à ce niveau-là ou les délais de paiement sont pas respectés, en général, la culture cash va un petit peu prendre le dessus et il n'y aura pas non plus de prise de risque trop forte de la société. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à allumer vos micros pour les poser directement. Bon. Peut-être une dernière. Comment est-ce qu'on arrive à définir le montant qui doit être couvert par l'assureur? C'est le Alors, max. c'est un petit peu ça, hein. Donc, nous, on se base sur la commande. En fait, l'idée, c'est vraiment de couvrir le maximum parce qu'on a un montant de commande. On sait qu'on va devoir le livrer sur une période assez courte. Voire aussi, on compare ce montant de commande avec le chiffre d'affaires de l'année passée, enfin des saisons passées, parce qu'il peut y avoir, évidemment, dans le textile, c'est assez, voilà, ça existe comme ça, mais il y a la commande et puis il peut y avoir des réassorts et parfois les réassorts peuvent être très importants par rapport au montant initial de la commande. Donc, on essaye d'arbitrer, d'avoir le montant maximum déjà de la commande, plus éventuellement des réassorts qu'on estime à venir ou plus ou moins en tout cas. Et puis, si on n'a pas obtenu le maximum, on va essayer évidemment de challenger l'assureur pour arriver à l'obtenir. Moi, je vais vous faire une réponse un peu plus de Normand, puisque la réponse d'Alexia est très spécifique au marché du textile avec des pics d'encours très importants. Du coup, ma réponse, c'est ça dépend. Ça dépend du secteur, ça dépend de la saisonnalité, ça dépend de la régularité de la facturation et du coup des encours. C'est sûr que dans le cas du textile avec des pics de livraison et des pics d'encours, en général, on prend je disais en plaisantant le max, mais du coup, oui, on prend le max. Quand on a des encours très réguliers avec des délais de règlement relativement stables, on sait qu'on va facturer 100 000 euros tous les mois avec des délais de règlement à 60 jours. En gros, notre encours, il dépasse rarement 2 mois, donc la limite de crédit, elle doit être calibrée sur cette base-là. Et puis comme il y a toujours quelques jours de décalage, on peut prendre un peu de marge par rapport à ça. Donc voilà comment c'est en général comme ça qu'on calibre les limites de crédit. Merci. Pas d'autres questions? Apparemment non. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à tous. Merci Alexia, merci Marc. Plaisir. Le replay Merci pour sera la donc présentation. disponible sur le site de la FDCC dès demain, donc n'hésitez pas à le revisionner si vous le souhaitez. En attendant, on vous souhaite une belle fin de journée et encore merci beaucoup.
Merci à tous. beaucoup. Bonne Merci journée. à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Petit aléa du direct. Ah, c'est bon, là, est-ce que vous m'entendez ou Oui, pas? on vous entend, Vincent. Parfait. Ah, ben, Super. excusez-moi. Excusez-moi.